Imagine que tu ouvres une application de trading. Tu vois un prix qui bouge, des graphiques, un carnet d'ordre, un bouton pour acheter ou vendre. Mais d'où viennent ces outils? Pourquoi existent-ils? Et surtout, pourquoi fonctionnent-ils comme ça? Pour le comprendre, il faut remonter au tout début de l'histoire humaine. Tout commence par le troc, une chèvre contre un sac de blé. Mais très vite, ce système atteint ses limites. On a besoin d'un intermédiaire universel accepté partout, la monnaie. Et avec elle, naît une idée fondamentale, le prix. Le prix devient une mesure de la valeur, une base commune pour que les échanges soient justes, rapides et fluides. C'est la première brique de la finance. Quand le commerce s'étend entre villes et royaumes, transporter de l'or devient risqué. Les Templiers, puis les banquiers italiens comme les Médicis, créent une invention révolutionnaire, la lettre de change. Tu déposes ton or dans une ville et tu reçois un papier qui te permet d'être payé dans une autre. Cela introduit une nouvelle idée, le risque de contrepartie. Il faut des intermédiaires de confiance qui vont devenir les banques. Au XIVe siècle, à Bruges, des marchands se retrouvent devant la maison des Vandenbeurs pour échanger des créances. Ce lieu est d'une telle importance que le mot bourse séduit et encore à l'heure actuelle est utilisé. À Anvers, ces échanges deviennent encore plus structurés. On y cote les dettes, les taux de change, les devises. Le marché devient organisé, les transactions ont lieu dans un cadre, à des horaires, avec des règles. En 1602, les Hollandais créent la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, une entreprise de commerce maritime. Pour financer leur expédition vers l'Asie, ils émettent une idée nouvelle, vendre des parts de l'entreprise au public. Ce sont les premières actions cotées de l'histoire. Et surtout, ces actions ne sont pas figées. Les détenteurs peuvent les revendre à d'autres. C'est la naissance du marché secondaire. Et avec lui, une chose devient visible pour la première fois à grande échelle, les prix changent selon l'offre et la demande. La dynamique derrière cette loi n'est pas nouvelle. Dès l'Antiquité, Aristote et d'autres philosophes grecs reconnaissaient que la valeur d'un bien pouvait varier selon son utilité et sa rareté. Les marchands le savaient, plus un produit était demandé, plus son prix montait. Mais jusqu'alors, cela restait une intuition empirique, présente dans les échanges, mais jamais formalisée ni mesurable. Mais avec la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, pour la première fois, les prix sont publiés, les échanges sont fréquents, et les réactions du marché sont visibles pour tous. Si une rumeur arrive d'Asie, les prix grimpent. Si des bateaux font naufrage, ils chutent. Vous l'aurez compris, le marché devient une sorte de théâtre vivant où l'on voit les émotions collectives s'exprimer à travers le prix. Et finalement, ce n'est que des années plus tard que des économistes comme John Locke, Richard Cantillon ou encore Adam Smith commencent à décrire ces phénomènes. Et en 1890, 90 pour mes amis français, Alfred Marshall formalise la célèbre loi de l'offre et la demande avec ses courbes croisées. Ce que tu vois aujourd'hui en observant un prix qui monte ou qui baisse sur un graphique, c'est l'expression directe de cette logique. Une logique qui a toujours existé dans les marchés, mais qui est devenue visible, mesurable et interprétable à partir d'Amsterdam. Mais dès qu'il y a marché, il y a spéculation et parfois des excès. En 1637, aux Pays-Bas, c'est la tulipomanie. On signe des contrats à terme sur des bulbes de tulipes rares. Les prix montent en flèche, sans rapport avec la réalité. Un bulbe peut valoir plus d'une maison, puis, un jour, plus personne ne veut en acheter et tout s'effondre. C'est la première bulle spéculative financière documentée de l'histoire. En 1720, deux bulles éclatent presque simultanément en Europe. La Compagnie du Mississippi en France et la South Sea Company en Angleterre. En France, le banquier John Law propose un plan ambitieux. Fusionner la dette publique avec une compagnie commerciale, la Compagnie du Mississippi, qui exploite des territoires en Louisiane. Les actions sont proposées à un prix attractif, les gens se ruent dessus, l'État soutient la hausse. Mais les profits promis sont exagérés et l'économie réelle ne suit pas. Quand la confiance disparaît, les gens veulent vendre et la bulle explose. Cela provoque une crise économique majeure et la fuite de John Law. La France se méfiera longtemps des marchés financiers. En Angleterre, la South Sea Company fonctionne sur un modèle similaire.
à racheter la dette de l'État contre des actions d'une société censée exploiter le commerce avec l'Amérique du Sud. Mais les gains sont purement théoriques, voire inexistants. Les prix s'envolent par pure spéculation, des membres du gouvernement sont impliqués et la chute provoque un scandale politique national. Ces deux bulles marquent l'histoire. Elles révèlent la puissance des récits financiers, l'effet de masse et les dangers de l'exagération. Dites-vous que c'est à partir de là que l'idée de réguler les marchés commence à émerger. On parle de transparence, de limite à la spéculation et de vérification des promesses. Le temps passe et nous arrivons au 19e siècle avec la révolution industrielle, moment de l'histoire où les entreprises ont besoin de capitaux énormes. Les bourses modernes se développent à Paris, Londres, New York. On y échange des actions, des obligations et des matières premières. Petit aparté, n'oubliez pas de revoir la vidéo 1 où on parle déjà de tout cela si vous avez encore des lacunes. À ce moment-là, dans les bourses, tout se fait à la voix. C'est ce qu'on appelle la bourse de crier. Et avec la montée en puissance du commerce, ce modèle commence à devenir lent et inefficace. Jusque-là, les prix étaient fixés 1 à 2 fois par jour. On appelait ça la cotation au fixing. Mais l'arrivée du télégraphe au 19e siècle change tout. Les infos voyagent vite, les investisseurs veulent réagir rapidement, il faut un système qui suive la cadence. Et c'est à ce moment-là que naît la cotation continue. Le prix change à chaque transaction, il devient fluide, réactif, vivant. Et très vite, un autre outil révolutionne la manière de suivre le marché. L'Universal Stock Ticker. Inventé en 1867 par Edward A. Callahan, puis amélioré par un jeune ingénieur du nom de Thomas Edison. Les amis, on se remet à l'époque. C'est la première fois de l'histoire où on peut suivre les prix à distance, en direct, depuis un autre bureau ou une autre ville. Les amis, c'est l'ancêtre de tous les flux de données boursières que tu peux consulter aujourd'hui depuis ton téléphone. On a vu que la cotation continue à transformer les marchés. Désormais, chaque transaction peut faire évoluer le prix et tout va très vite. Mais une question se pose. Que se passe-t-il s'il n'y a pas d'acheteur quand tu veux vendre ou pas de vendeur quand tu veux acheter? Vous l'aurez compris, sans contrepartie, le marché se fige. Et c'est à ce moment-là précis qu'un acteur clé naît, souvent invisible mais essentiel, le market maker, encore appelé teneur de marché. Ce sont des institutions, banques, sociétés de trading, acteurs spécialisés qui s'engagent à toujours proposer un prix d'achat et un prix de vente sur un actif donné. Ils ne cherchent pas à deviner la direction du marché. Leur rôle, c'est de fournir la liquidité. En d'autres termes, ils créent un pont permanent entre ceux qui veulent entrer et ceux qui veulent sortir du marché. Imaginons qu'un actif se négocie autour des 60 euros. Le market maker va afficher deux choses. Un prix d'achat, 59,95 ou 59,95, où il est prêt à t'acheter l'actif, et un prix de vente, 60,05 euros, prix où il est prêt à te le vendre. Sur votre graphique, cela correspond aux lignes de bid et de ask, et l'écart entre les deux, j'espère que maintenant vous l'avez compris, c'est ce qu'on appelle le spread. Dans ce cas-ci, le market maker va gagner 10 cents par unité. Ce n'est pas un pari, c'est un modèle statistique basé sur le volume. En résumé, sans market maker, eh bien, tu pourrais rester bloqué sans trouver de contrepartie, les prix seraient beaucoup plus volatiles, mais certains actifs seraient quasiment impossibles à échanger. Avec eux, tu as donc une liquidité permanente, tu peux exécuter ton ordre instantanément et le marché reste stable, même en période creuse. Évidemment, tout ça n'est pas neutre. Les market makers ont aussi des outils puissants. Ils voient donc la profondeur du carnet d'ordre. Ils peuvent ajuster leur prix en temps réel pour protéger leur position. Et parfois, ils influencent la perception du marché sans en avoir l'air. Donc, comprendre leur logique, c'est éviter de tomber dans de nombreux pièges, mais c'est aussi apprendre à négocier dans leur terrain de jeu. Ce que tu vois à l'écran, ce fameux prix actuel, n'est souvent rien d'autre que le prix proposé par un market maker à cet instant précis. Il ne reflète pas toujours la vérité du marché, mais c'est le prix auquel tu peux agir maintenant. On l'a vu, avec la cotation continue, le marché devient un flux perpétuel. À chaque seconde, des milliers d'ordres affluent, les market makers assurent la liquidité, le prix fluctue en permanence. Mais cette nouvelle dynamique pose une question cruciale.
Comment comprendre ce mouvement permanent? Comment repérer des tendances, des retournements, des comportements récurrents? Et c'est à la fin du 19e siècle que certains observateurs vont chercher une réponse. Non pas dans les fondamentaux économiques, mais dans les graphiques eux-mêmes. Ils commencent à tracer les prix, à observer leur forme, leur séquence. C'est la naissance de l'analyse technique. On y découvre la théorie de Dow, nom de Charles Dow, fondateur de Wall Street Journal. Cela explique par exemple que le marché reflète toutes les informations disponibles, il évolue en tendance, haussière, baissière, et que l'analyse des cours passés permet d'anticiper les mouvements futurs. Mais ne vous inquiétez pas, on verra tout cela en temps voulu. Mais concrètement, dans une bourse, comment cela se passe-t-il? À quoi cela ressemble? Eh bien, avant l'ère des écrans, la bourse, c'était du bruit. C'était du papier froissé, des cris rauques, des costumes foncés trempés de sueur. Bref, des hommes entassés dans une salle surchauffée, parlant fort, écrivant vite, négociant tout. Pas de graphique numérique, des téléphones accrochés aux oreilles et des ordres passés à la main, notés à la volée, parfois griffonnés sur une serviette ou hurlés à un assistant. L'odeur était mêlée de café froid, de stress, de tabac, d'encre et de cuir usé. D'ailleurs, dans les années 90, l'acteur Robert Downey Jr. est en visite à Wall Street et il a déclaré, je cite, "Si l'argent est le mal, alors ce bâtiment est l'enfer." Je pense que cette phrase illustre assez bien l'idée qu'on peut s'imaginer de la bourse à la criée, où tout passait par l'humain, la voix, les gestes, le regard, l'intuition. Le carnet d'ordre était un registre physique, les cotations affichées sur des grands tableaux à la craie ou à l'ardoise, et pour voir l'évolution du prix, on utilisait l'imagination. Évidemment, avec l'évolution de la finance, certains commencent à noter le prix jour après jour à la main. Ils tracent des lignes, des barres, des colonnes de chiffres. On voit émerger les bar charts. Puis arrivent les chandeliers japonais venus d'Osaka, où une bougie peut montrer l'ouverture, la clôture, le plus haut, le plus bas. Mais vous inquiétez pas, on verra ça en temps voulu. Retenez simplement que le graphique devient un langage visuel, une mémoire des combats passés entre acheteurs et vendeurs. À partir des années 70-80, les ordinateurs remplacent progressivement les tableaux manuels et l'écrit. En 71, le Nasdaq devient la première bourse électronique au monde. Puis dans les années 2000, les grandes places ferment leurs salles physiques et déplacent leurs opérations sur des serveurs sécurisés. La bourse n'a plus besoin de murs, elle existe dans des câbles, dans les algorithmes et les flux de données. En 2000 également, on a des unifications de marché. Par exemple, dans les bourses européennes, Paris, Amsterdam, Bruxelles fusionnent pour former Euronext. L'objectif est de mutualiser les ressources, faciliter les échanges transfrontaliers et réduire les coûts. Aujourd'hui, la plupart des grandes places sont interconnectées et parfois même hébergées dans des data centers communs. Vous l'avez compris, la finance est passée dans la haute fréquence où les algorithmes prennent le relais. Nous sommes plongés dans un monde de vitesse, de volume invisible, où finalement l'infrastructure informatique est aussi importante que l'analyse elle-même. Et à ton échelle, ça donne quoi? Tu ouvres ton application de trading, tu vois un graphique, un carnet d'ordre, le prix en temps réel, des boutons pour acheter ou vendre. Mais ce que tu regardes là, ce n'est pas simplement une interface. In fine, c'est le résultat vivant de toute une histoire qui a commencé il y a des millénaires. Du troc pour échanger, à la monnaie pour mesurer la valeur, aux lettres de change pour sécuriser les paiements à distance, aux banques pour garantir les transactions, à Bruges et Anvers pour organiser les échanges dans les lieux dédiés et les premières bourses, à Amsterdam où l'on voit pour la première fois la loi de l'offre et la demande s'exprimer à grande échelle, aux premières bulles qui nous apprennent les dangers de l'euphorie collective, à l'industrialisation qui fait exploser les besoins en capitaux, aux bourses de crier qui donnent naissance au carnet d'ordre papier, au télégraphe et à l'Universal Stock Ticker pour suivre les prix à distance en temps réel, à l'analyse graphique et au chandelier japonais pour interpréter le marché comme un langage visuel, aux ordinateurs et serveurs qui remplacent les salles physiques, aux algorithmes et au trading haute fréquence qui automatisent la vitesse d'exécution, aux market makers qui assurent la liquidité dans un monde devenu numérique, aux fusions des bourses qui rendent les marchés accessibles à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, tu peux tout faire depuis ton téléphone en quelques secondes. Mais à chaque clic, chaque bougie, chaque prix, c'est le fruit de siècles d'adaptation, d'innovation et de réponse à des besoins réels. Et ce que tu tiens entre les mains, c'est un outil puissant.
Et celui-ci n'a de sens que si tu comprends le chemin parcouru pour l'inventer. Mais s'il y a bien une chose qui n'a jamais changé, ce sont les émotions humaines. Peur, confiance excessive, euphorie, panique. Elles étaient là au temps des tulipes. Et elles sont encore là aujourd'hui dans chaque graphique et dans chaque décision. Et dans la suite, tu l'auras compris, ce sera le moment d'aborder ce facteur invisible mais décisif, le mental du trader. On parlera donc de psychologie, de money management et de toutes ces choses qui font que la réussite d'un trader ne dépend pas uniquement d'un outil, mais aussi de celui ou celle qui le tient entre les mains. Avant d'apprendre à lire un graphique, il faut savoir se lire soi-même. En conclusion, ce que tu viens de découvrir ici, ce sont les fondations de ton parcours. L'histoire, les mécanismes, les outils. Tu es au tout début de ton parcours, mais tu viens de faire le pas le plus important. Comprendre le terrain sur lequel tu vas évoluer. Et la suite va te permettre de développer de vraies compétences, celles qui différencient un amateur d'un trader structuré.